La team, nous allons écouter cette vidéo. Et dans cette vidéo, nous écoutons vraiment les détails de l'humiliation de la France en Afrique. En moins d'une décennie, voici que la France perd totalement le Sahel. Elle qui était celle même qui donnait les stratégies d'opération contre les terroristes. Elle qui donnait toutes les stratégies, comment faire la guerre contre le djihadisme. Aujourd'hui, à moins d'une décennie, elle est en train de foutre le camp. Tout a commencé au Mali, et après le Burkina, aujourd'hui le Niger, et après quoi encore? Même si d'un autre côté, on sait qu'il y a des puissances en Afrique qui continuent à soutenir la France-Afrique, nous connaissons aussi qu'il y a d'autres qui ont dit non au point de fomenter l'alliance du Sahel. La team, commençons d'abord à écouter cette vidéo et ensuite donnons notre avis par rapport à cette sortie. C'est la première fois depuis les indépendances que la France se retire de 3 pays pivots. Une initiative africaine, c'est historique. En fait, ce qui se passe est important. Je pense que le moment, ce moment, rétrospectivement, quand on regarde en prenant du champ, est forcément important. C'est-à-dire, en l'espace d'une décennie, la France passe d'acteur central au Sahel. La lutte contre le djihadisme, le terrorisme, la France était le lead. Toute la stratégie de la guerre contre le terrorisme au Sahel tournait autour de la France qui chaperonnait et dirigeait la stratégie. En 2 ans, on est passé de cette position centrale à une quasi-marginalisation de la France du point de vue opérationnel. Et c'est une marginalisation que la France subit, quoi qu'on puisse dire, parce que c'est bel et bien à l'initiative du Burkina, à l'initiative du Mali et là à l'initiative du Niger que la France sort militairement. Il y a quelques jours, le président Emmanuel Macron parlait d'otages. On parlait de l'ambassadeur IT. Et en même temps, aujourd'hui, on le fait revenir. Donc, ça illustre cet épisode, les contradictions françaises dans l'espace sahélien. 2 mois d'intransigeance pour au final accéder aux 2 demandes des militaires au pouvoir au Niger. Le retrait des troupes françaises du pays et le rapatriement de l'ambassadeur de France à Niamey. Retour sur ces changements de décision du président français Emmanuel Macron avec Simon Rodier et Gaylord Longo. C'était le 3 septembre dernier. Des centaines de manifestants sont réunis devant un camp militaire où stationnent des soldats français au Niger. Depuis le putsch, la France refuse de reconnaître les nouvelles autorités nigériennes. Jusqu'à ce dimanche, elle restait sur ses positions. Le maintien de ses soldats, de l'ambassadeur et de ses équipes. Emmanuel Macron a annoncé son revirement à la télévision française. Et donc, la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Les putschistes sont les amis du désordre. L'ambassadeur français Sylvain Ité, malgré la perte annoncée par les putschistes de son immunité diplomatique, restait stationné jusqu'alors au sein de l'ambassade de France à Niamey. Un bâtiment coupé du reste du pays, une situation difficilement tenable à moyen et long terme, un bras de fer diplomatique que la France a donc perdu. 1500 soldats français partiront donc dans les semaines et les mois à venir, en tout cas avant la fin de l'année. Le président français a précisé que ce départ se ferait en concertation avec les putschistes pour que cela se fasse dans le calme. Avant le départ du Niger, les troupes françaises avaient également dû se retirer du Burkina Faso et du Mali, là aussi sur demande expresse de ces États. 10 années d'opérations militaires antiterroristes dans la région. La présence française se limitera donc désormais au Tchad où elle compte 1000 soldats. Et concernant cette annonce d'Emmanuel Macron, on en parle avec Ousmane Diaye, rédacteur en chef du service Afrique à TV5 Monde. Ousmane, comment expliquer ce revirement d'Emmanuel Macron sur la présence militaire de la France au Niger et le rapatriement de l'ambassadeur français Sylvain Ité? Parce que la réalité du terrain rattrape la stratégie française. La stratégie française était intenable. D'un côté, on a sur le terrain, quoi qu'on en pense, qu'on le condamne ou pas, la réalité est que le Niger est dirigé par les putschistes. Ils ont la réalité du pouvoir. Et la France continuait dans un raisonnement
dont on ne voyait pas l'issue, a considéré que le président légitime et normal était le président élu Mohamed Bazoum. Donc c'est une acceptation du principe de réalité. Et aussi, c'est une contradiction, encore une fois, de la politique française. Il y a quelques jours, le président Emmanuel Macron parlait d'otages pour parler de l'ambassadeur IT. Et en même temps, aujourd'hui, on le fait revenir. Donc, ça illustre cet épisode, les contradictions françaises dans l'espace sahélien. Donc, départ en concertation avec les putschistes, je le rappelle. Est-ce que ça veut dire aussi que la France leur donne cette légitimité aux putschistes? De fait, ils sont l'interlocuteur. L'évacuation militaire se fera, comme l'a dit le président Emmanuel Macron, même en si officiellement ils ne le disent pas. En fait, il y a deux choses. Il y a l'objectif de communication. Il ne faut pas perdre la face. La France quitte sur demande et poussée par les putschistes, mais en même temps, il faudrait présenter ça comme si c'était un départ en concertation avec le président élu, Mohamed Bazoum, que la France continue de reconnaître. Mais ce raisonnement ne tient pas. Il ne tient pas pourquoi? Parce que le président Bazoum n'a jamais demandé le départ, à ce qu'on sache, nous, grand public, des troupes françaises. Au contraire, il était dans une politique qu'il assumait pleinement de présence militaire française. Donc dire que la France part parce que le Niger l'a demandé ou c'est en concertation avec le président Mohamed Bazoum, c'est une façon d'enjoliver, ou en tout cas de trouver une sortie diplomatique. Mais la réalité, c'est que la demande vient bel et bien du régime putschiste et ils ont gagné le bras de fer. Au bout de quelques semaines, ils ont réussi à imposer ce départ que la France refusait. Et justement, Ousmane, c'est la première fois depuis les indépendances que la France se retire de 3 pays pivots, une initiative africaine. C'est historique. En fait, ce qui se passe est important. Je pense que le moment, ce moment, rétrospectivement, quand on regarde en prenant du champ, est forcément important. C'est-à-dire, en l'espace d'une décennie, la France passe d'acteur central au Sahel. La lutte contre le djihadisme, le terrorisme, la France était le lead. Toute la stratégie de la guerre contre le terrorisme au Sahel tournait autour de la France qui chaperonnait et dirigeait la stratégie. En 2 ans, on est passé de cette position centrale à une quasi-marginalisation de la France du point de vue opérationnel. Et c'est une marginalisation que la France subit, quoi qu'on puisse dire, parce que c'est bel et bien à l'initiative du Burkina, à l'initiative du Mali et là à l'initiative du Niger que la France sort militairement. Et puis ça pose une question fondamentale, et au-delà même du Sahel, c'est est-ce que la présence militaire française en Afrique, dans sa forme actuelle, est tenable? Cette question-là, je pense que la France ne pourra pas faire l'économie de ce débat hors même de la question du terrorisme. Parce que ce qui est dit ici, et d'ailleurs le président français revenait là-dessus, le cœur de la présence militaire, encore une fois, le discours officiel, c'est la lutte contre le terrorisme. Mais dans la réalité du terrain, on sait que la présence militaire est plus complexe et a des implications politiques qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Et là, on touche, je pense, la fin d'un cycle. C'est ce cycle de continuité post-indépendance où la France avait maintenu des accords pour garder une influence géostratégique dans ces espaces-là. Quand on finit d'écouter ici, on ne peut que dire que la France vient de se prendre une humiliation totale. Et j'espère que M. Emmanuel Macron en tirera des leçons. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que quand les putschistes ont fait le coup d'État, je pense qu'Emmanuel Macron devait éviter de vouloir prendre une position pour soutenir le président destitué. Peu importe les conditions et les qualités, il devait rester tranquille. Ce qui ne signifie pas que s'il le faisait, le Niger allait continuer les accords avec lui. Non, loin de là. Ce qui signifiait tout simplement qu'il devait déjà démontrer son respect au pays. Lui s'est comporté comme si les accords de la France étaient des accords de Macron et que les accords du Niger étaient les accords de Bazoum. Pourtant, ce sont des hommes. Ils passent et la vie continue. Emmanuel Macron n'a pas retenu cette leçon-là. Il a même insisté en disant que l'ambassadeur ne quitterait pas le Niger parce qu'il ne reconnaissait pas les autorités et que même l'armée française. Mais quand on voit que quelques semaines après, il revient sur sa parole, ça prouve qu'il a été humilié et qu'il a perdu le combat dans ce domaine-là.
Et donc, comme dit le monsieur ici dans la vidéo, aujourd'hui, il n'est plus question de parler seulement des terroristes, mais des djihadistes. Il faut aller dans le fond du problème. Qu'est-ce que l'armée française fait réellement en Afrique? Est-ce qu'elle est tout simplement là pour les terroristes? Pour les djihadistes? Est-ce qu'il y a un autre projet que nous ne connaissons pas? Nous savons que oui, qu'après les indépendances, les accords coloniaux ont été signés et que cette présence française est toujours là et elle rime tout simplement avec l'intérêt de la France sur le sens stratégique de la politique. Ils veulent avoir la main mise sur tous les présidents qui arrivent, signer des accords avec eux, se rassurer que ces présidents qui arrivent vont continuer à suivre leurs instructions et comme ça l'Afrique restera toujours plus bas que terre et eux ils vont toujours pouvoir progresser. Voilà pourquoi la présence française aujourd'hui doit se rediscuter et c'est où moi je reviens sur le franc CFA. Nous avons entendu le discours du ministre d'État Bassolma Bazier qui avait parlé du franc CFA, mais il est temps quand même que des pays commencent à parler de plus en plus, lever la voix sur le franc CFA. Une monnaie dont vous louez qui n'est pas la vôtre. Vous ne pouvez pas continuer, c'est vrai, on ne peut pas mener tous les combats au même moment, mais moi je continue à croire que le combat principal c'est cette monnaie. Parce que même si ce ne sont que les 14 pays qui utilisent la même monnaie, qui décident aujourd'hui de créer une monnaie commune, je pense qu'il serait très important de reconnaître que cette monnaie pourrait être très très forte. Parce que si on va loin de là, et quand on ajoute même les pays comme la Guinée-Conakry qui ont leur monnaie, si on ajoute d'autres pays là qui ont leur monnaie, ça fera beaucoup de pays. Si nous créons une seule monnaie, je pense que nous aurons la capacité de concurrencer avec les grands de ce monde aussi en termes de devises. Mais si, avec le franc CFA, une monnaie locative que nous avons juste parce qu'on peut nous la louer et garder 50% des revenus de cette monnaie-là, je pense qu'à un moment donné, si vous voulez quand même être indépendant, vous devez déjà avoir le minimum et avoir sa propre monnaie. Je pense que pour tout pays normal, c'est le minimum et n'en parlons même pas des continents. La team, ceci étant dit, je vous laisse commenter, je viens pour une prochaine vidéo.